Bonjour à toutes et à tous. Alors à la base, j'avais absolument pas prévu de faire une critique, comme ça là, en vidéo de la prostitution en général. Alors si vous êtes familier et familière du sujet, vous verrez que dans cette vidéo, j'invente absolument pas l'eau chaude et que je vais reprendre quand même beaucoup de choses, qui ont été dites et redites. Mais je pense que c'est important de faire une vidéo qui peut être envoyée aux gens qui ne savent pas ce que c'est la critique abolitionniste. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de vidéos qui un peu synthétisent voilà, cette pensée-là. Et en même temps, je ne prétends absolument pas à l'exhaustivité. J'ai vu récemment qu'il y avait la légalisation, alors pas tellement la légalisation, mais en fait l'obtention du droit à un contrat de travail pour ceux qui se revendiquent les travailleurs et travailleuses du sexe. Et nous reviendrons sur la supercherie qu'est ce terme, ne vous inquiétez pas. Et je me suis dit, étant donné que j'ai rendu ce semestre un papier qui traitait de ce sujet sur lequel j'étais très familière, pourquoi pas en fait en faire une vidéo vu que j'ai déjà les sources, la documentation et l'écriture. Si vous vous intéressez au mouvement féministe, vous verrez que depuis quelque temps maintenant, il y a des débats assez controversés, je ne sais pas, assez terribles qui fragmentent les milieux féministes au sujet de la prostitution. Un mouvement en faveur de ceux qui se revendiquent travailleurs et travailleuses du sexe, sex workers en anglais, revendique en fait une légalisation de la prostitution en argumentant le fait que cela aiderait supposément à améliorer les conditions de travail de ces personnes-là. Cette revendication en réalité s'oppose assez à la tradition féministe résolument dans sa majorité abolitionniste, et par ailleurs je pense que j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur l'histoire de l'abolitionnisme dans le féminisme, histoire un peu de faire voilà, vivre un peu ce matrimoine qu'on oublie totalement, parce qu'un peu démodé. La prostitution est historiquement considérée par les féministes comme l'une des plus terribles exploitations et formes de domination auxquelles elles sont confrontées. Par ailleurs, le terme sex workers a été inventé dans les années 70 par Carol Leight et Marogo St. James. Je vais essayer dans cette vidéo de reprendre un certain nombre d'arguments qu'on peut entendre dans ce milieu, sex workers, et essayer un peu de démythifier tout cela. Si vous êtes déjà féministe, abolitionniste, radical, qu'importe, vous n'apprendrez absolument rien dans cette vidéo. En revanche, si vous n'êtes pas familière du sujet, que vous savez pas trop comment vous placer, je pense que cette vidéo peut être intéressante. Et si vous êtes déjà quelqu'un de convaincu parce que des arguments qu'ont pu avancer les personnes qui se revendiquent du mouvement sex workers, ça peut être aussi bien l'idée que, je ne sais pas, qu'après tout c'est un travail physique comme un autre, ou alors que le mariage c'est de la prostitution, n'est-ce pas? Et que au final on peut faire une séparation nette entre ceux et celles qui seraient exploités et les personnes qui feraient ça par choix, donc les sex workers. Donc voilà, tout ça on va le reprendre dans cette vidéo et je pense que ça peut être intéressant. D'abord, un petit point juridique. On connaît à l'heure actuelle 4 types de modèles juridiques en ce qui concerne la prostitution. On a d'abord, je m'excuse, je vais lire mes notes, le modèle réglementariste. Donc la prostitution est supervisée par une autorité administrative comme en Allemagne, elle est considérée comme une profession comme une autre et les proxénètes sont perçus comme de simples entrepreneurs. Les maisons closes sont des établissements légaux. Le modèle prohibitionniste. Toutes les formes de prostitution sont illégales. Les personnes prostituées sont également pénalisées. Le modèle nordique, la prostitution est tolérée mais illégale, ce qui signifie que les personnes prostituées ne sont pas pénalisées, tandis que les proxénètes et les clients sont tenus responsables et punis. Le modèle dit abolitionniste, mais c'est pas vraiment, vous le verrez, la prostitution est tolérée avec des restrictions légales, les proxénètes sont pénalisés, comme en Inde, mais pas les clients. La prostitution est légale pour les adultes et autorisée uniquement dans des espaces privés. La traite et les maisons closes sont interdites. Le modèle abolitionniste, enfin, avec des composantes prohibitionnistes. La prostitution est tolérée sans restriction légale, tandis que les proxénètes sont pénalisés. Les deux modèles qui s'opposent généralement dans cette fragmentation, ça va être le modèle réglementariste, donc comme en Allemagne, et le modèle nordique que revendiquent les féministes abolitionnistes, le plus souvent du mouvement féministe radical.
Et comme vous vous en doutez, c'est également le modèle que je vais défendre dans cette vidéo. Je pense que ce serait d'abord vraiment pas trop de poser d'abord quelques bases euh, théoriques concernant le féminisme, parce qu'après tout, il se peut très bien que beaucoup de personnes ici ne soient pas familières et familières de ces sujets. Alors d'abord, le féminisme libéral, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord d'ailleurs ce féminisme qui généralement défend la légalisation de la prostitution. Alors c'est principalement caractérisé par une quête d'égalité des genres à travers des réformes juridiques et sociales, avec un fort accent sur la dimension légale. Il s'inscrit dans une démarche réformiste visant à améliorer les structures économiques et sociales existantes pour parvenir à l'égalité entre les sexes. Cette perspective considère que l'égalité juridique est une condition à la fois nécessaire et suffisante pour atteindre une égalité substantielle, qui est censée découler naturellement plutôt que des moyens révolutionnaires. Donc ça, c'est vraiment dans les grandes lignes. D'autre part, le féminisme radical attribue l'oppression spécifique des femmes par les hommes, principalement au patriarcat. Son objectif n'est pas d'améliorer la condition des femmes au sein de la société actuelle, conçue par et pour les hommes, mais de la renverser entièrement. Le terme radical redérive du latin radix, signifiant racine, reflétant l'objectif du mouvement de traiter l'oppression à sa racine. Apparue à la fin des années 1960, lors de la deuxième vague féministe, cette approche rejette l'essentialisation des rôles sociaux des femmes. Le féminisme radical est également profondément sceptique envers le concept de choix dans une société patriarcale. Ce qui semble être un acte libre est souvent façonné par un monde structuré autour des intérêts masculins, où les individus peuvent internaliser et même embrasser la domination comme quelque chose de désirable ou positif. Contrairement au féminisme marxiste, le féminisme radical ne considère pas l'émancipation des femmes comme une question secondaire subordonnée à la lutte des classes. Il postule que le patriarcat n'est pas seulement un sous-produit du capitalisme qui disparaîtrait une fois celui-ci aboli, mais qu'il existe des systèmes d'oppression interconnectés qui doivent être affrontés simultanément. Alors moi je pense aussi que le féminisme radical est maintenant juste devenu le féminisme tel qu'il a toujours été et qu'il y a une vraie évolution de comment on comprend ce concept depuis qu'il est apparu. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Le féminisme radical ne souscrit pas à l'idée récente selon laquelle l'objectif du mouvement serait de valider tous les choix des femmes, quels qu'ils soient. Il vise à mettre fin à la domination des hommes sur les femmes, bien que la liberté de choix puisse être importante dans certaines luttes. Les deux ne vont pas toujours de pair. Une première observation devient très vite évidente. La majorité écrasante des individus qui se trouvent en situation de prostitution sont des femmes, et la majorité des personnes qui vont les voir, les dits clients, et je mets vraiment ce terme entre guillemets, sont des hommes. Ce fait même devrait interroger, devrait montrer qu'en fait, ça dit quelque chose sur la façon dont la société perçoit les femmes et le rapport qu'ont les hommes à la sexualité. Dans une société où les femmes sont conditionnées à rendre leur corps disponible pour les hommes, la prostitution représente une forme extrême de cette dynamique. En somme, l'idée même que l'accès au corps des femmes puisse être un droit reflète et perpétue les stéréotypes misogynes à l'origine de la violence sexuelle et des viols. Certains libéraux pourraient soutenir que le problème ne réside pas tant dans la prostitution elle-même que dans les représentations sociales de la sexualité, affirmant qu'il n'est pas impossible de rétablir une forme d'égalité où chacun pourrait trouver satisfaction. Cette perspective, cependant, ne questionne pas ce que nous entendons par sexualité. Les libéraux pourraient suggérer que les stéréotypes sont en cause et qu'en les abolissant, les femmes seraient moins hésitantes à rechercher des prostitués masculins, tandis que les hommes seraient plus enclins à entrer dans la prostitution. Mais cela néglige le fait que la prostitution reflète intrinsèquement une vision profondément patriarcale et capitaliste des relations intimes. La raison pour laquelle les femmes ne consultent pas des prostitués masculins ne réside pas tant dans la pudeur ou dans une incapacité à reconnaître leurs propres désirs, même si ce dernier fait est réel. Les femmes, en réalité, affrontent des défis bien plus complexes dans leur vie sexuelle comparativement aux hommes. Contraception, peur des agressions, marginalisation en vieillissant, risque de grossesse, le statut des mères célibataires, etc., etc. Malgré cela, elles sont massivement sous-représentées en tant que clientes. Pourquoi? Eh bien parce qu'en général, les femmes ne souhaitent pas que leurs désirs soient satisfaits comme de simples besoins mécaniques, et surtout, elles ne veulent pas que leurs désirs soient assouvis au détriment d'autrui. Elles sont socialisées à respecter et à tenir compte
des désirs de la personne avec qui elles sont. Cela nous amène à une distinction cruciale aussi entre désir et consentement. Le consentement, fondamentalement, est un terme juridique. Celui-ci peut en soi être acheté. Il implique seulement un accord explicite de la personne en face de soi. Le désir, en revanche, ne peut pas l'être. Lorsque quelqu'un désire une interaction sexuelle, il ne demande pas à être payé pour y participer. S'il le fait, c'est précisément parce que l'argent entre en jeu. Les femmes dans la prostitution, en consentant, mettent de côté leurs propres désirs au profit de ceux des autres. L'homme en face, lui, ne voit aucun problème moral à cela. C'est pourquoi souvent les féministes radicales considèrent la prostitution comme du viol tarifié et les clients comme des prostitueurs, des violeurs qui s'achètent une bonne conscience en payant. Un argument assez fréquent des défenseurs du travail sexuel révèle combien eux-mêmes sont imprégnés de cet imaginaire patriarcal. Ils prétendent que les prostituées réduisent le taux de viol et donc elles sont utiles pour la société dans son ensemble. Cette vision utilitariste terrifiante, en plus d'être fausse, oubliant que la majorité de la prostitution est en réalité une variation du viol, sauf que là en plus c'est tout bénef parce qu'en gros les personnes sont protégées en ayant payé et qu'elles n'ont plus à se soucier en fait d'être arrêtées par la justice pour ce qu'elles font, alimente encore l'idée d'une sexualité masculine intrinsèquement violente et incontrôlable, qu'il faudrait satisfaire à tout prix. D'un point de vue déontologique, même si la prostitution réduisait les taux de viol, sacrifier un groupe de femmes pour toutes les autres ne constitue pas un projet féministe acceptable. Dans les sociétés dystopiques où la prostitution est légalisée, les clients ont souvent la possibilité de laisser des avis sur leurs expériences. Ces critiques, presque exclusivement rédigées par des hommes, sont alarmantes et révèlent une perception profondément objectivante et dégradante des femmes. Certains décrivent les larmes ou la peur visible de femmes qu'ils ont exploitées, exposant la violence inhérente de ces rencontres. Les féministes radicales privilégient la question « qui sont les clients de la prostitution ?» plutôt que de se concentrer uniquement sur le consentement des femmes exploitées, le soi-disant consentement par ailleurs. Il est impératif de remettre les clients au centre de la discussion car leur attitude perpétue un préjudice systémique. Dans les sociétés patriarcales, il existe une tendance commune à prétendre que les prostituées sont des femmes heureuses qui ont trouvé un moyen de combiner la façon de gagner de l'argent et d'avoir des relations sexuelles. Cependant, une étude accablante a révélé que les survivantes de la prostitution subissent des traumatismes bien plus graves que ceux rencontrés par les survivants de la guerre. Ce que les femmes prostituées endurent ne doit pas être sous-estimé et ni réduit à autre chose qu'un processus de viol répétitif et de dissociation. Il serait également intéressant de mettre en avant le nombre de femmes qui rentrent dans la prostitution alors qu'elles-mêmes ont subi des violences sexuelles lorsqu'elles étaient jeunes ou enfants et répétant par là un schéma traumatique. La notion de choix s'effondre face à des données telles que celle-ci. 80 à 90% des personnes prostituées dans le monde ne le font pas par choix et souhaitent sortir de cette situation. 93% des personnes prostituées en France sont étrangères, principalement origines d'Europe de l'Est, Roumanie, Bulgarie, d'Afrique de l'Ouest, Nigeria et de Chine. Le taux de mortalité des personnes prostituées est 10 à 40 fois plus élevé que la moyenne. 48% des victimes de traite humaine en Europe sont mineures, l'âge moyen d'entrée dans la prostitution dans le monde est de 13 à 14 ans. 51% des prostituées ont subi des violences physiques liées à la prostitution au cours des 12 derniers mois, 75% ont été insultées ou humiliées et 38% ont été violées au cours de leur vie. Encore une fois, les libéraux oublient que dans notre société patriarcale, les faits parlent d'eux-mêmes. Un des arguments dangereux avancés par les travailleurs et travailleuses du sexe est la distinction entre ce soi-disant travail du sexe et l'exploitation sexuelle. Comme s'il s'agissait de deux réalités séparées, distinctes. La première réalité implique un engagement par choix. Nous avons déjà démontré, par ailleurs, pourquoi l'idée de choix est insuffisante, mais allons plus loin. En outre, il est essentiel de souligner que la pratique reste fondamentalement la même. Un contrat rémunéré est conclu pour des services sexuels. Cet argument amène à ignorer le fait que si la prostitution était légalisée, les individus concernés incluraient à la fois la petite minorité qui se revendique travailleurs et travailleuses du sexe et l'immense majorité des personnes qui sont dans cette situation, à savoir les personnes exploitées.
Il n'y aurait là, en réalité, aucune séparation claire et réelle entre ceux contraints par des raisons financières et bien d'autres, et ceux qui ne le sont pas. Les violeurs et proxénètes de la première catégorie seraient également décriminalisés. Les statistiques présentées précédemment montrent que la grande majorité des personnes prostituées y sont forcées, souvent des personnes migrantes et qui vivent dans une précarité extrême. En revanche, les travailleurs du sexe, qui constituent une infime minorité, sont majoritairement des individus occidentaux relativement aisés. Cela transforme la question en un dilemme social et moral. Effectivement, les travailleurs du sexe soutiennent qu'il faut écouter les personnes directement concernées par la prostitution. Or, c'est précisément ce que font les abolitionnistes en prêtant attention à la majorité des individus exploités, dont les voix sont claires et unanimes, il faut abolir le système prostitutionnel à tout prix. Cette perspective permet de mettre en contexte la revendication d'écouter les individus concernés lorsqu'il est question d'égalité. Les voix des personnes concernées ne sont pas monolithiques, et on ne peut choisir d'amplifier uniquement celles qui nous arrangent dans le but de s'accorder à un agenda politique préexistant. Ironiquement, c'est ce qui se passe ici. Les voix mises en avant représentent une faction très réduite du total. Dès lors, on peut se demander si, en fin de compte, en ignorant les voix des individus prostitués exploités, l'opposition entre abolitionnistes et travailleurs du sexe ne devient pas un conflit de classe, entre les classes populaires et une classe privilégiée ou relativement aisée. Et je tiens à préciser que je ne suis pas du genre de personne à abuser du terme privilégié, mais ici je trouve qu'il est tout à fait correct. Et ce n'est pas pour dire que ces personnes-là ne font jamais face à de difficultés financières ou autres, mais j'utilise ce terme vraiment d'un point de vue comparatif. Dans la situation de la prostitution, ces personnes sont privilégiées en revendiquant avoir fait un choix. L'un des groupes défend donc la prostitution, que pour son plaisir, tout en nuisant à la majorité des individus susceptibles d'en souffrir. C'est une question morale. Peut-on, au nom de la liberté d'un petit groupe d'occidentaux enclins au libéralisme, mettre en danger la majorité des individus concernés? Quelle priorité l'emporte sur l'autre? Moi, personnellement, la réponse est assez claire. L'argument selon lequel le travail du sexe est un travail comme un autre repose souvent sur une assimilation entre la prostitution et d'autres formes de travail. On explique qu'après tout, ce travail demande simplement un effort physique comme c'est le cas pour d'autres professions. Cependant, une analyse approfondie révèle des différences fondamentales qui montrent son incompatibilité avec l'égalité et la dignité humaine. Explorons cela à travers la théorie du travail, les critiques féministes et les conséquences sociétales potentielles de la légalisation de la prostitution. Ici, je vais mobiliser donc la voix de beaucoup d'experts qui sont tous présents en fait dans le dossier fait par la superbe association Mouvement d'Unis, intitulé Ni travail ni du sexe, la prostitution est une violence sexiste et sexuelle, que je mettrai en barre d'infos. Rachel Silvera, chercheuse en économie, établit une distinction essentielle entre la vente de la force de travail et la vente de son corps. Elle explique: le travail est une activité humaine visant à produire des biens ou des services en échange d'une rémunération. Ce n'est pas la personne elle-même qui est échangée contre un salaire, c'est sa force de travail. Dans le cadre du travail traditionnel, le travailleur utilise ses compétences, son temps ou son effort physique pour produire quelque chose d'externe à lui-même. Le corps est un outil ou un moyen de production. En revanche, dans la prostitution, c'est le corps lui-même qui devient l'objet de la transaction. Le client ne paie pas pour un service médiatisé par des compétences ou un travail, mais pour un accès direct au corps et à l'intimité de l'autre. Cette frontière entre le professionnel et le personnel, entre le travail et soi, disparaît. De même, Carole Patman, dans un livre qui s'appelle Le contrat sexuel, approfondit cette distinction. Dans la prostitution, c'est le corps de la femme et l'accès sexuel à ce corps qui constituent l'objet du contrat. La vente des corps sur le marché évoque fortement l'esclavage. Ainsi, il n'est pas inapproprié de symboliser l'esclavage salarial par la figure de la prostituée plutôt que de celle du travailleur masculin. Mais la prostitution diffère de l'esclavage salarial. Aucune forme de travail ne peut être séparée du corps, mais seul le contrat de prostitution permet à l'acheteur d'obtenir un droit unilatéral d'usage sexuel direct du corps d'une femme. Les syndicats pro-travail du sexe avancent souvent que tout travail implique une forme d'exploitation et comporte des risques. Carole Patman répond également à cet argument.
Bien sûr, les prostituées ne sont pas les seules exposées à des risques physiques dans leur travail. Un nombre significatif de travailleurs sont tués ou blessés au travail en raison d'un manque de mesures de sécurité ou de simples accidents. Cependant, ces dommages ne surviennent pas parce que le travailleur est une femme. Loras Ignace, juriste, met en avant une autre dimension. Légaliser le travail du sexe aurait des implications pour toutes les femmes au travail. Si des actes sexuels pouvaient être légalement inclus dans les contrats d'emploi, les protections pour les victimes de harcèlement sexuel et de viol sur le lieu de travail seraient nullifiées. Lorsque les défenseurs du travail du sexe prétendent que seules les femmes consentantes seraient concernées, nous savons comment fonctionne le consentement dans la pratique. La plupart n'auraient pas le choix. Elle ajoute: comment un tel travail pourrait-il être légal pour certaines femmes dans une entreprise et illégal pour d'autres? Comment ces dernières pourraient-elles défendre leurs droits? La normalisation de la prostitution aurait des conséquences inimaginables. Elle ouvrirait la porte à des qualifications misogynes exigées des femmes pour être considérées comme de bonnes travailleuses du sexe. Dans un article de Ronce et Racine, un média féministe que je vous mettrai en barre d'infos, une image et une idée assez intéressante, je trouve, est développée, c'est celle que dans le cadre législatif, on peut facilement imaginer des scénarios dystopiques où une femme pourrait être poursuivie en justice pour avoir refusé de coucher avec un homme dans le cadre de son contrat entre guillemets. Ces réalités montrent que légaliser la prostitution n'est pas un progrès mais une régression dangereuse pour les droits des femmes. Examinons maintenant quelques arguments qui circulent sur la légalisation de la prostitution. L'un des principaux arguments avancés par les partisans de la légalisation est que cela protégerait les personnes impliquées dans la prostitution et leur permettrait de travailler dans des conditions moins dangereuses. Pourtant, cet argument repose sur le principe, hautement suspect, que la prostitution serait un phénomène irréversible et qu'il faudrait donc en limiter les conséquences. Si on parle en termes de longévité, je ne suis pas aussi défaitiste. L'esclavage a existé pratiquement depuis les débuts de la civilisation humaine, et pourtant ça ne viendrait pas à l'idée à des personnes de vouloir légaliser cela sous couvert de cette longévité. Et sur l'idée que la prostitution serait, je cite, le plus vieux métier du monde, c'est une idée fausse, même historiquement. Je vous invite à vous renseigner auprès de la Fondation CEL, qui ont fait un post sur ce sujet pour un peu débunker ça, pour le dire vulgairement. De façon générale, la Fondation CEL, c'est un observatoire de l'exploitation sexuelle en France, mais aussi dans le monde. Je vous invite vraiment à aller vous intéresser à leur travail. D'autant plus que la légalisation va dans la direction opposée à celle d'une limitation de la prostitution. En réalité, dans les pays où la prostitution est légalisée, elle augmente. Cet argument est également dramatiquement naïf. Les statistiques citées précédemment montrent que ce ne sont pas principalement des inconnus dans la rue qui nuisent aux prostituées, mais bien les clients eux-mêmes. Mettre un potentiel violeur ou meurtrier dans une chambre propre ou dans un décorum de velours ne le rendra pas moins dangereux et ne réduira pas la violence de l'agression. Le principal danger pour une personne dans la prostitution, c'est le client lui-même. La violence est inhérente en fait à la prostitution. Lorsque la prostitution est légalisée, un marché se crée où la concurrence devient plus féroce. Les femmes sont alors forcées d'accepter des pratiques de plus en plus violentes pour maintenir leurs revenus. De même, des études montrent les conséquences de la légalisation de la prostitution sur l'imaginaire collectif masculin, leur relation à la sexualité se détériorant dramatiquement. Il y a une phrase que je trouve très juste, mais malheureusement je ne trouve plus qui est la personne qui l'a dite. Alors si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. C'est que si on revendique que quelques femmes ont le droit de se vendre, on instaure alors l'idée que toutes les femmes sont marchandisables, mais également qu'elles sont sexuellement disponibles pour les hommes. Par ailleurs, l'anthropologue Françoise Héritier dit « Défendre le droit des femmes à se vendre, c'est masquer le droit des hommes de les acheter ». Cet argument remet en question la notion même de droit de vendre son corps et illustre comment les partisans de la prostitution masquent souvent cette dynamique de pouvoir inégale en défendant une forme de liberté qui en réalité renforce la domination patriarcale. Beaucoup de défenseurs et défenseuses du travail du sexe, influencés par la théorie queer, centrent leur argumentation comme souvent sur la notion plus ou moins implicite de transgression. Dans leur dichotomie entre un monde soi-disant transgressif et l'ordre bourgeois puritain. Selon cette logique, la prostitution serait une forme de résistance aux valeurs bourgeoises et toute critique à ce sujet serait perçue comme puritaine et dévalorisante.
Cette dichotomie, qui n'est plus vraiment adaptée aux réalités modernes par ailleurs, passe sous silence le fait qu'au sein même de ce monde transgressif, des dynamiques d'oppression autres que celles liées au puritanisme bourgeois existent bel et bien. Cela les conduit à considérer toute critique de la prostitution comme une manifestation de ce puritanisme, et donc d'une oppression morale. En réalité, il est tout à fait possible de proposer une critique féministe de la prostitution sans mépriser les personnes prostituées et en les reconnaissant pour ce qu'elles sont, les victimes complètes d'un système d'exploitation. Cette critique ne consiste pas tant à rejeter ces femmes, mais à dénoncer un système qui les opprime et les réduit à des objets sexuels, art des marchandises. Les défenseurs du terme travailleurs du sexe affirment que ce terme est moins dégradant pour ceux qui exercent cette activité. Pourtant, la majorité des personnes prostituées, souvent exploitées encore une fois, expriment leur dégoût face à cette terminologie. Par exemple, Daria Chovanka, j'espère que je le prononce bien, survivante de la prostitution et militante, déclare « Le terme travail du sexe, je le vois comme un déni ». Rachel Moran, également survivante et auteure, ajoute « L'expression travail du sexe est une arme rhétorique pour normaliser la prostitution ». Le terme travail du sexe ne donne pas de dignité en réalité aux personnes prostituées, il confère plutôt une légitimité à la prostitution elle-même, en la réduisant à un travail et en la présentant comme une activité sexuelle ordinaire. Or, la prostitution n'est ni un travail ordinaire, ni un acte sexuel. C'est une forme d'exploitation où la personne devient une marchandise, un objet à consommer. Le modèle nordique, qui a fait ses preuves dans les pays où il a été mis en place, repose sur une approche plus respectueuse des droits des personnes prostituées. Ce modèle pénalise les clients et les proxénètes tout en offrant un soutien aux personnes prostituées, les aidant ainsi à sortir de cette situation d'exploitation. Il démontre qu'il est possible de protéger les victimes tout en punissant ceux qui participent à leur oppression. Par ailleurs, ce modèle nordique est appliqué en France depuis 2016, même si malheureusement il est très peu appliqué et que des femmes continuent à être dans cette situation. J'espère que cette vidéo aura été un minimum intéressante pour vous. Je m'excuse pour ceux et celles pour qui c'est déjà totalement familier ce que je viens de dire. Mais en fait, quand je discute avec des gens au quotidien, il y a ceux pour qui c'est extrêmement évident, même s'ils n'arrivent pas trop à poser le pourquoi du comment. Et pour d'autres, pas tellement. Donc voilà. Et je pense que c'est important d'avoir ce genre de vidéo sur le net. Enfin, j'espère. En plus, je dis comme les boomers, je dis sur le net. Bon, bah c'est la fin. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et on se voit pour une prochaine vidéo, peut-être.